Europe 1. On apprend à l'instant que les forces russes viennent de prendre le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijie. Ils ont donc sous leur autorité les 2 tiers du parc nucléaire ukrainien. Plus d'informations à 8h30. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Salut, au revoir. On tient le casting définitif du premier tour de l'élection présidentielle. Il y aura donc 11 candidats. Le dernier déclaré, Emmanuel Macron, par une lettre aux Français ce matin dans la presse quotidienne régionale. Que dites-vous ce matin? Service minimum avec cette lettre ou bien la sobriété parce que l'évidence de sa candidature? Oui, c'est ça. Cette candidature était évidente depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où il a été élu président, sauf catastrophe qui, heureusement pour lui et pour le pays, ne s'est pas produite. Et donc, sa candidature était une évidence. Donc, elle se fait sur la pointe des pieds, un petit peu comme celle de François Mitterrand, dans un contexte très différent, puisque François Mitterrand, c'était une situation de cohabitation, où son principal rival était à l'époque Premier ministre. En 1988, oui. Voilà. Oui. Donc, et là aussi, il y avait une lettre aux Français, qui s'appelait Lettre à tous les Français, ce qui est une légère différence. Qui était manuscrite, d'ailleurs. Non, le titre était manuscrit, mais oui. le texte était imprimé. Alors, nous sommes à 37 jours du premier tour, Jacques Attali. L'agenda du président, quand on le regarde, il est largement accaparé par ses obligations présidentielles. Il y a notamment ce sommet européen la semaine prochaine à Versailles. Et c'est un candidat, par ailleurs, qui est sans programme. Au mieux, quelques grandes orientations dans sa lettre. C'est quand même un petit peu fâcheux. Vous vous êtes exprimé sur votre blog pour dire cette campagne va être très courte, va être trop courte et sans doute très pauvre. J'ai pas employé ce mot. Oui, c'est vrai, c'est moi qui le dis voilà. Ça. Non, ça fait plus d'1 an maintenant que je dis qu'on manque de programme dans cette campagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec un groupe de jeunes, nous avons sorti un programme. On va en parler, voilà. Je laisse sous les yeux. Et il y a quelques mois, pour montrer qu'on pouvait avoir un programme, et les candidats manquent de programme, tous. Certains, peut-être M. Mélenchon a fait un programme sérieux, on peut dire, même si je ne voterai pas pour lui, mais c'est un programme de qualité. Les autres, ça c'est très flou et très léger, et l'actuel président, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait, en n'étant pas candidat, pour esquisser un programme. D'ailleurs, ça a été dit par un de vos commentateurs tout à l'heure. Par Nicolas Bétou, qui disait effectivement, il y a un calendrier de réforme qui est annoncé depuis 6 mois. Là. Sur tous les sujets. Donc, et sur une décennie, voire plus. Voilà, c'est normal. Un président de la République, il est en charge du pays aussi longtemps qu'il est en charge du pays. Là, il sera peut-être en charge pour 5 ans de plus. Il est donc normal qu'il présente des réformes. Il a même, ce qui était étonnant, avant-hier, dans son discours télévisé, demandé au Premier ministre de préparer un plan de résilience qui pourrait être une dimension du programme d'action des premières semaines de son nouveau mandat. C'est normal, il y a une sorte de continuité nécessaire de la République. Il est en charge, il propose des réformes longues tout au long de son action. Et il le fera, ou s'il est réélu, il le fera dans les dernières années de son mandat, avec la certitude de ne pas être reconduit, puisqu'il n'y a que 2 mandats. Permettez-moi cette provocation, Jacques Attali, mais je la soumets aux auditeurs parce que vous la partagez, vous vous posez la question. Est-ce que cette élection est vraiment si importante que cela? Vous avez écrit récemment, vous demandez ce qu'il reste de pouvoir aujourd'hui à l'Élysée, Jacques Attali. Elle est importante parce que l'histoire est tragique, comme il l'a rappelé, et parce que le pire est devant nous. C'est-à-dire que les derniers pouvoirs qui restent au président de la République sont des pouvoirs d'affrontement du tragique. C'est-à-dire des pouvoirs militaires et des pouvoirs de sécurité. Le régalien, voilà. Mais je répète que les grands pouvoirs dont disposait un président de la République il y a encore 30 ou 40 ans, enfin, pendant les premiers présidents de la Ve République, ont disparu. Il y a eu la décentralisation, la construction européenne, quelque chose dont on parle très peu, c'est-à-dire la constitution de hautes autorités indépendantes qui ont privé l'État d'un très grand nombre de ce pouvoir. L'État a utilisé sa puissance pour se déposséder lui-même d'une certaine manière. Les privatisations, tout ça a fait que l'État a beaucoup moins de pouvoir. Il reste le pouvoir de la guerre, le pouvoir de la protection générale des citoyens, le programme aussi de lancer quelques réformes, puisque nous sommes aussi un pays très monarchique, et même si le président n'a pas de pouvoir sur certains domaines, il peut impulser et faire comme s'il avait le pouvoir de faire. Et c'est vers lui que les Français se tournent quand il y a une crise, faire les gilets jaunes notamment. Exactement, il est ressenti comme le substitut du monarque qu'il est, puisque c'est un monarque précaire.
Alors, vous tenez, malgré tout, à tous les candidats qui en manqueraient, un programme clé en main. Vous y avez fait mention, vous en avez fait mention, c'est votre dernier livre, Faire réussir la France. Le plus récent, parce que j'espère que c'est pas le dernier. Effectivement, vous en avez écrit un certain nombre, c'est vrai. 30 réformes majeures, dites-vous, et 250 actions urgentes. Alors, on ne va pas les lister, on ne pourra pas toutes les détailler, mais par quoi faut-il commencer? Et peut-être, la hiérarchie a-t-elle bougé à la lumière des événements récents? Je parlais de la guerre en Ukraine, mais on va détailler après. Non, je ne pense pas. La priorité absolue pour nous, c'est l'enfance. C'est-à-dire de s'occuper de ceux qui seront là dans 80 ou 100 ans. Hein. La France de nos enfants, pas la France de notre enfance, comme dit le président. On peut dire aussi en même temps, mais c'est la France de nos petits-enfants et même la France de ceux qui ne sont pas encore nés, qui est important de préparer. C'est-à-dire, ça passe par une priorité majeure qui n'a jamais été donnée dans ce pays à la petite enfance, à la protection des enfants en difficulté, à la protection des enfants qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont maltraités, à l'aide juridique à ces enfants, à un code de l'enfance qui n'existe pas, un droit à l'enfance qu'il faut créer, à s'occuper de ce qui concernera les enfants plus tard. Qu'est-ce que c'est un droit à l'enfance, Jacques Attali? À quoi pensez-vous? Droit à l'enfance, c'est pas le droit des enfants. Le droit des enfants, c'est le droit que peuvent avoir des enfants d'avoir une protection contre toutes les turpitudes. Le droit à l'enfance, c'est le droit d'avoir un moment dans la vie où on est en situation d'un être irresponsable, gratuit, entouré d'amour et de tendresse, qui conditionne la création d'un être plein et entier. C'est le droit à avoir une enfance qui, dans beaucoup de sociétés, est totalement bafoué et qui, dans la société française, n'est pas garanti. On ne peut pas garantir que tous les parents seront de bons parents, mais dans ce cas-là, il faut que la société se prépare à s'y substituer. Il y a des pays qui font ça très bien. Les Britanniques, notamment? Oui, dans certaines circonstances, les Britanniques s'en occupent. Je pense plutôt à la Finlande, qui a une véritable politique de la toute première enfance extrêmement complète et cohérente, qui d'ailleurs a ensuite des conséquences excellentes sur le niveau scolaire, puisque la Finlande est le pays du monde où le niveau d'éducation est le meilleur. Alors, il y a d'autres propositions d'ordre économique, la réindustrialisation. Oui. On sent qu'il y a un consensus quand même qui s'est bâti sur ce terrain-là. Mais on voit s'accumuler d'autres priorités. Je pense par exemple à celui de la défense. Vous en avez parlé. Et c'est d'autant plus criant du fait de l'actualité écrasée, vous l'avez vu, par la guerre en Ukraine. Double menace nucléaire. On a celle des missiles balistiques russes qui est brandie par Vladimir Poutine depuis dimanche. Maintenant, il y a eu cette attaque sur la centrale nucléaire cette nuit de Zaporizhzhia. Est-ce que vous voyez dans cette guerre en Ukraine, Jacques Attali, un tournant historique comme peut le voir le philosophe Robert Redeker qui l'écrivait dans Le Figaro hier? Pour moi, c'est plutôt une dernière, ou j'espère une presque dernière scorie du monde du passé qu'un présage d'un monde d'avenir. Mais cette scorie peut détruire l'humanité. Je parlais dans mon dernier édito, dans les Échos, d'une double apocalypse qui nous menace, apocalypse nucléaire militaire et apocalypse climatique. L'apocalypse climatique est celle véritablement de demain. L'apocalypse nucléaire est le résidu des menaces moyenâgeuses du XXe siècle. Elle est là, elle n'a jamais explosé parce qu'on a réussi à être sage jusqu'à présent. Elle pourrait exploser. Nous n'avons jamais été aussi proche d'une catastrophe planétaire sur ce terrain. Et donc, plus que pendant la guerre froide, vous pensez ? Il y a eu un moment, il y a eu deux moments où ce fut pas loin. C'est celui qui est très connu de 1963 au moment 62 au moment de la crise de Cuba. Oui. Et un moins connu que j'ai vécu moi-même au moment où était au pouvoir à Moscou une groupe extrêmement dure dirigée par un vieillard Kakoshim qui s'appelait Tchernyenko avant que Gorbatchev ne fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir et créer les conditions d'une Union soviétique plus rationnelle. Là, on est passé pas loin d'une catastrophe, même si ça a été moins vu par les opinions publiques. Mais tant qu'on a sur la planète 6000 fusées dans chaque camp, et je rappelle qu'une fusée c'est parfois 10 ou 12 têtes, donc ça indique le nombre de moyens de destruction de l'humanité qu'on a, on continuera comme ça. Est-ce que nous sommes à la hauteur, pensez-vous, dans cette crise? Quand je dis nous, je pense aux Occidentaux, ou à un prix comme l'Occident collectif, comme dit Vladimir Poutine. Je vous cite l'ancien champion du monde d'échecs, le russe Garry Kasparov, qui vit en exil aux États-Unis et qui, ce matin, écrit sur Twitter « Nous sommes trop raisonnables face à la Russie, il faut intervenir en Ukraine ».
Oui, c'est une très grande question. Est-ce que nous avons intérêt à calmer le lion en étant calme, ou est-ce que nous avons intérêt à attaquer le lion et risquer notre vie et la vie de l'humanité tout entière? Est-ce que les sanctions économiques suffisent? Alors, les sanctions économiques vont avoir un impact. Pour ma part, je reste persuadé que, à l'heure où nous parlons, je pourrais changer d'avis dans quelques semaines si les circonstances m'y entraînent malheureusement, je persiste à penser que l'intérêt de l'humanité tout entière et que nous ne défendions en intervenant militairement que les pays membres de l'OTAN, que les autres ne feront pas partie de notre alliance. Nous ne sommes d'ailleurs jamais intervenus. Je le rappelle, quand l'Union soviétique a massacré à Berlin en 52, à Varsovie en 56, à Prague à Budapest en 56, à Prague en 68, à Varsovie de nouveau en 81, nous ne sommes pas intervenus. On a laissé faire. Et faire ce parallèle, c'est dire que l'Ukraine est de l'autre côté du rideau de fer aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est le cas. Le cas. Elle n'est pas dans l'OTAN, c'est le cas. Mais elle pourrait entrer dans l'Union européenne. Vous voyez aussi ce débat monter. Absolument. Ça vous paraît pertinent? Ce qui me paraît même pertinent, je l'ai dit depuis très longtemps, même depuis 30 ans, c'est de considérer que la Russie fait partie de l'Europe et que notre rôle, c'est de créer les conditions d'une Russie moderne qui y entre. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait dans les années... Enfin, ça ne sert à rien de refaire l'histoire, mais dans les années 90, 2000, on n'a pas fait autant qu'il aurait fallu pour attirer la Russie, qui d'ailleurs était candidate. Même M. Poutine a laissé entendre presque explicitement qu'il apportait la candidature de la Russie à l'Union européenne. Mais il dit en 2007, l'Europe n'est pas le destin historique de la Russie. Oui, voilà ce qu'il dit. Et il dit ça à ce moment-là, mais un peu avant, il avait dit qu'il était prêt à une coopération. Encore récemment, il a dit qu'il n'était pas hostile à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, à condition que cela s'accompagne d'une négociation dans laquelle la Russie ait son mot à dire, ce qui était une porte ouverte à quelque chose de... La Russie est une nation européenne. Pour l'instant, elle est gouvernée d'une façon moyenâgeuse, mais elle a vocation à être une nation européenne. Je relisais, Jacques Attali, dans un autre domaine, l'une de vos tribunes régulières dans les Échos, c'était fin octobre, c'est-à-dire il y a une éternité. Vous tabliez à l'époque sur une inflation à 10% fin 2022. C'est toujours risqué de faire ce genre de prévision. Cela dit, là, on voit que l'inflation elle est à près de 6% en zone euro. Là. Est-ce qu'on se prépare une crise économique majeure, pas seulement sur la question du pouvoir d'achat, mais entre autres? Oui, j'avais dit que c'était un risque. Comme toujours, il ne faut pas prendre ce que j'annonce comme un risque, comme une certitude. Mais c'était un risque qui était à l'époque complètement sous-estimé. Oui, tout se met en place pour une crise économique majeure nouvelle, après celle provoquée par le Covid, qui viendra de l'absence de matières premières, de la réduction du blé, de l'augmentation du prix de l'énergie. Quand vous avez une augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation, c'est forcément une crise qui vient. Si en plus vous avez des pénuries, c'est nécessairement. Donc on aura à la fois une récession et une inflation, mais si je peux me permettre, c'est rien à côté de la vie qui est menacée. On va protéger au mieux qu'on pourra, et la France le fera, les plus faibles d'entre nous, mais ce qui compte, c'est de protéger la vie sur la planète aujourd'hui. Merci beaucoup Jacques Attali d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Faire réussir la France, 30 réformes majeures, 250 actions urgentes. C'est paru chez Fayard avec la collaboration de Julie Martinez. Merci à vous. Merci.